cas de l'invitation. Merci au comité d'organisation. Alors, je pense à Samy, Romain, Nadim et Sophie de m'inviter dans cette belle journée pluridisciplinaire et de partager un peu l'expérience que de la prise en charge, enfin l'expérience et la revue des natures des prises en charge des entérobactéries productrices de carbamène en maladies infectieuses. Alors on a beaucoup discuté avec François et encore merci François d'avoir pris ce temps d'échanger parce que dans les natures il y a beaucoup d'overlap et souvent on s'intéresse aux infections les plus graves et souvent les données elles sont majoritairement en réanimation. Là-dedans il y a un peu de pathologie qui est de salle et on a essayé de les extraire et vous allez voir que les deux topos en tout cas on a essayé de faire en sorte qu'ils soient complémentaires. Mais je pense que le plus important dans ce genre de discussion et dans ce genre de session, c'est ça. C'est pas un infectiologue qui décide, c'est pas un rémédicide, c'est exactement ce qu'on fait là, ce qui est formalisé, c'est cet échange multidisciplinaire, parce qu'on voit, comme l'a dit Jean-François, que c'est de la mécanique de précision et qu'il faut pas faire ça tout seul dans son coin, et ça je pense qu'on est tous convaincus. On voit la complémentarité, il faut de la microbio, il faut de l'épidémio, il faut des réanimateurs quand ça dérape, il faut de la PKPD pour la bonne posologie, et donc le grand avantage c'est que j'aurais pas du tout à parler de ça. Quand on m'a demandé de parler des infections à carbapénémase en maladie infectieuse, j'ai surtout réfléchi en me disant mais en fait moi ce que je vois surtout dans le service c'est beaucoup de colonisation, est-ce que vraiment il y a des infections? Et je présente rapidement un papier que François va probablement plus insister, mais effectivement des patients colonisés BLSE on en a beaucoup, quand ils font l'infection ils sont pas très sévères et c'est vrai qu'on n'élargit pas d'emblée le spectre. Alors je comprends bien que l'antibiothérapie probabiliste grâce à Laurence elle va se diminuer de plus en plus et on a du semi-probabiliste en fait, on peut appeler ça un peu comme ça. Alors l'enjeu il est moins grave en salle, les patients il est moins sévère et c'est probablement ça qui est le plus important. Malgré tout, chez nos patients BLSE, dès qu'ils font une fièvre, on panique pas, enfin en tout cas on essaye de pas traiter. Et on voit bien dans ce travail, quand on compare le risque d'infection chez un patient colonisé, que quand ils sont colonisés à carbapénémase, le surrisque d'infection est plus important que quand ils sont colonisés à BLSE. Donc c'est peut-être cela dont il faut un peu se méfier, ce qui ne justifie pas encore une fois un traitement probabiliste large d'emblée. Alors je vais parler pas mal de toi Laurent et de ce que vous avez fait notamment avec le CNR, parce qu'il y a eu des travaux que vous avez fait très récemment qui me semblent intéressants. Et ça c'est un travail que vous avez fait, donc il y a un travail, un snapshot. Et ils ont repris donc toutes les infections carbapénémase que tu avais reçues sur 2 ans, en travaillant effectivement bien, puisque les urines n'étaient gardées que quand le patient a une bactérémie associée, ce qui a permis de nettoyer autant que faire se peut le risque de colonisation. Et quand on regarde, et ça moi je trouve que ça me parle, c'est en France c'est quoi les infections à carbapénémase? Eh ben, la majorité ils sont en médecine. Et ça m'a beaucoup surpris. Alors après, il y a les trajectoires de malades, mais en tout cas, les prélèvements que tu reçois, initialement, ils sont, en tout cas, donc 46% en médecine. Ils sont beaucoup sur les infections urinaires, sur les infections articulaires, et c'est ça dont je vais parler un peu plus en détail, puisque l'infection respiratoire, ça sera essentiellement François qu'on parlera. On voit qu'il y a quand même 24% de choc septique et 34% de mortalité, ce qui est majeur. Alors je ne vais pas faire d'épidémiologie, mais Laurent en a déjà beaucoup parlé. C'est effectivement le problème en France, c'est les OXA et les NDM en deuxième, mais la tendance, la temporalité des NDM, elle est à l'augmentation exponentielle, avec essentiellement des Klebsiella, et ça vous le savez. Alors évidemment, je ne suis pas microbiologue, je ne traiterai pas, mais il y a différentes carbapénémases, les classes A, les KPC, les classes D, les OXA, ce qu'on voit le plus, les classes C, les AMP-C, les classes B, celles qui nous posent problème, les MBL, avec effectivement des antibiotiques qui correspondent à chaque fois, et on voit bien que la stratégie microbiologique, elle devient compliquée. On nous dit qu'il faut du phénotype, du génotype, et même maintenant il faut des sous-types, et on voit que c'est vraiment quelque chose de complexe pour lequel il faut vraiment une discussion microbiologiste, clinicien, pharmacologue pour arriver à bien prendre en charge nos malades. Alors Laurent il a fait un deuxième travail, ça c'est toujours la même chose, donc on s'est intéressé sur à peu près la sensibilité. On voit que pour le céphidérocol, la résistance en France, quand le germe est NDM, c'était 22%, ce qui m'a semblé plus important que ce que j'avais l'habitude de voir. On voit que pour le mérovabor, qui est plutôt à but KPC, sur les OXA ça marche dans la plupart des cas, et on voit que l'azactam avibactam ou ceftazidime avibactam azthéonam, comme l'a dit Jean-François, sur les NDM il y avait 2,7% de résistance. Quand on regarde les traitements, sans surprise sur les OXA 48, c'est ceftazidime avibactam, et majoritairement les docteurs utilisent des monothérapies, on en a parlé avant, et puis sur les NDM on a majoritairement l'association azactam avibactam et simplement en deuxième position le céphidérocol.
Alors vous voyez que ce qui est intéressant aussi là, c'est que quand on rend la résistance au carbapénème, on voit que dans 52% c'est résistant, donc 48% c'est sensible au carbapénème. Et on a souvent ces discussions nous avec nos Indiens qui disent bah c'est une carbapénémase, elle est sensible au carbapénème, est-ce que je mets des carbapénèmes? Et on avait plutôt tendance à dire non. Et avec Laurent, on a un papier qu'on a fait avec Benoît Pilmis où on fait une espèce de méta-analyse. Alors il n'y a pas des tonnes d'études qui montrent que quand on utilise des carbapénèmes sur une bactérie sécrétant des carbapénémases, on a un sur-risque d'échec et je pense qu'il est de bon ton de ne pas les utiliser, même si c'est rendu sensible. L'autre élément qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, c'est qu'effectivement, les sur-risques de mortalité agitrante en multivarié, bon, c'est le Charlson, plus le patient est malade, plus il va mourir, et plus il est gravement malade, plus il va mourir, ça c'est vraiment très intuitif. Quand on regarde après en termes de points de départ d'infection, on voit que les infections urinaires sont les moins sévères, c'est pour ça que c'est celles qu'on voit le plus souvent, en tous les cas chez nous, dans nos services de maladies infectieuses. Il ne semblait pas y avoir de différence en fonction du type de carbapénémase, mais ça va être probablement à discuter, on a quand même l'impression que les NDM sont plus virulentes. Et puis un élément qui, alors sur l'effectif qui est limité, qui permet probablement pas d'avoir une puissance importante statistique, mais le traitement empirique approprié ne sortait pas. Donc le traitement empirique non approprié ne sortait pas. Alors tout confondu, peut-être que c'est différent pour les NDM, on va y revenir. Et puis bien sûr, traitement empirique, mais ça dépend de l'état du malade et je pense que quand le patient est en choc, il n'y a pas de débat possible. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième travail donc qu'a réalisé le CNR qui s'intéresse cette fois à l'épidémiologie et au traitement des infections à MBL en France, donc c'est une étude rétrospective, 86 hôpitaux, plus de 100 malades, que des bactériémies, on voit qu'effectivement la sensibilité à la colicine, elle reste préservée avec la toxicité qu'on connaît, la sensibilité à l'azactam, avibactam, elle est très bonne, le céphidorocol, c'est probablement moins bon sur les Escherichia coli et l'entérobactère. Je vous avais dit que le traitement probabiliste n'avait pas d'impact sur le premier travail. Et quand on focalise sur les MBL, on voit que le fait d'avoir un traitement probabiliste efficace ou pas, ou un traitement efficace rapidement mis en place, qui revient à la même chose, avait un impact sur la mortalité, y compris à un jour. Tout ça pour dire qu'il y a une granularité, je pense, de prise en charge en fonction du malade, de sa sévérité clinique, mais aussi de sa bactérie auquel il est colonisé et potentiellement infecté. Et quand on regarde la courbe de survie sur le Kaplan-Meier de droite et qu'on regarde l'efficacité, encore une fois, sur un collectif de malades restreint, mais intéressant, en tout cas important pour ma pratique clinique, on voit que céftazidime, avibactam, céphidorocol ou les autres traitements actifs font à peu près pareil et ça commence à être difficile à discriminer. Alors ce tableau, vous l'avez probablement déjà vu et il va probablement être revu dans la journée. J'ai vraiment focalisé le topo aujourd'hui sur un peu toutes ces nouvelles entre guillemets molécules avec un peu ces nouveaux inhibiteurs. Avec Ceftosan, Tazobactam, on n'en parlera pas parce que c'est Pseudomonas, on parlera pas mal de Casavi, de Mérovabor, d'Imirelais, d'Astronam avibactam et si on a le temps, on parlera un peu des nouveaux inhibiteurs. Alors, j'ai sélectionné de manière un peu arbitraire certaines études parce que comme l'a dit Jean-François et Benoît avant, si on prend les études sur les PIO ou sur les nouvelles molécules et qu'on s'intéresse là-dedans à la population de bactéries résistantes, elles sont relativement peu importantes et c'est difficile d'extrapoler. Alors après, on a ces études d'essai, ces études qui permettent d'avoir les AMM, qui sont des études qui en fait en termes de medical need nous aident pas beaucoup, et puis on a des études de vraie vie qui sont hétérogènes, pour lesquelles la population est effectivement diverse, mais dans lesquelles il y a des immunodéprimés, il y a des patients parfois plus sévères, qui nous apportent d'autres informations. Et je pense que les deux sont complémentaires. Quand on regarde cette étude Cavicor, donc qui est un peu ancienne maintenant, et on avait regardé dans ce cas-là, ce qui avait été regardé sur cette étude rétrospective, c'était des infections majoritairement urinaires, beaucoup d'Oxa48, beaucoup de Klebsiella. Et ce qui avait été intéressant, ce qui a été regardé, c'était céftazidime avibactam versus meilleur traitement possible, avec dans le meilleur traitement possible, le combo habituel un peu hétérogène avec beaucoup d'aminosides, de colistine, de phosphomycine. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'on rentre encore dans la personnalisation de la médecine, c'est que il y avait une supériorité claire du céftazidime avibactam chez les patients les plus sévères. Alors probablement, et on va le revoir dans nos études, que c'est lié aussi à la toxicité de ces molécules dites plus anciennes, qu'on sait manipuler, mais qui ont des impacts notamment rénaux. Ce qui nous intéresse un peu, nous, si on s'intéresse à ces nouvelles molécules, et par exemple au Mérovabor versus céftazidime avibactam, c'est ces comparaisons face-face de nouvelles molécules, parce qu'on a souvent une nouvelle molécule versus une
best available treatment, et encore une fois, on l'a dit, elle est hétérogène. Alors, j'ai repris cette étude, encore une fois, elle est relativement modeste, mais rétrospective, multicentrique, 3 ans, des infections à EPC qui avaient reçu soit ceftazidim avibactam, soit mérovabor. Ils avaient exclu les cystites, ils avaient regardé la mortalité. Les deux populations sont à peu près similaires, majoritairement des infections urinaires et abdominales, majoritairement des klebsielles, une mortalité à 22-31%. On est exactement sur ce qu'avait décrit Laurent avec le CNR juste avant. Petit élément, donc 2 molécules à peu près identiques en termes d'efficacité, mais ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont une monothérapie de ceftazidim avibactam, et c'était, encore une fois, il y avait pas mal de klebsielles, on a l'impression qu'il y a des CMI qui augmentent et peut-être une émergence de résistance progressive. Donc le mérovabor, à mon avis, il me semble plus robuste, et à mon avis, je le réserverai en priorité pour les KPC, ou en tout cas une KPC traitée par ceftazidim avibactam, je la switcherai par du méropenem vaborbactam. Et puis, élément qui a déjà été évoqué notamment par Benoît avant, et un petit travail qu'on avait fait encore une fois avec le CNR, avec Laurent, il faut bien préciser que le vaborbactam n'apporte pas grand-chose, voire rien du tout, sur le méropenem quand on traite des infections à pseudomonas. C'est dans le premier travail qu'on avait fait, on était un peu étonnés parce que beaucoup de patients avaient été mis d'emblée sur méropenem vaborbactam, quand bien même le méropenem était sensible, et je pense que ça, c'est pas forcément nécessaire. Si on s'intéresse à l'imirolet, donc il y a un intérêt aussi en particulier sur le pseudomonas, c'est encore une fois, c'est pas le sujet ici, mais et qu'on compare imirolet versus coliimi, dans un essai randomisé de petite ampleur, double aveugle, PAVM, infection intra-abdominale, infection urinaire, bactéries qui étaient résistantes à l'IMI. Alors, le choix peut se discuter. On voit que on a majoritairement des hommes, des patients relativement sévères, des infections essentiellement à klebsielle et pseudomonas, qui vient un peu polluer le message. Et on a une réponse clinique qui est meilleure avec imirolet que coli-imi, et ça, il n'y avait pas trop de doute, mais surtout quand vous regardez la néphrotoxicité ici en bas à droite, vous voyez qu'effectivement, dans toutes ces études, alors François en parlera probablement plus longtemps et mieux que moi après, en disant qu'effectivement, ces anciennes molécules, elles impactent aussi le pronostic du fait de leur toxicité, plus que vraiment du fait de leur activité intrinsèque. Alors encore une fois, dans les études, toutes ces nouvelles molécules, elles arrivent, on ne sait pas très bien comment les utiliser et comment est-ce que les collègues les utilisent. Et bien là, sur une étude monocentrique, encore une fois aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que l'imirolet, il est utilisé essentiellement en infection respiratoire, et c'est majoritairement une histoire pour pseudomonas, et donc ça ne me concerne pas tellement aujourd'hui, mais juste un élément, c'est qu'il y avait quelques pseudomonas DTR, quelques événements indésirables, et que le pronostic était associé à l'insuffisance cardiaque, la prise d'antibiotiques préalable et l'admission en réanimation, ce qui n'est que très commun. Céphidérocol, on en parle beaucoup avec cette céphalosporine qui utilise le métabolisme du fer, donc une espèce d'innovation dans l'antibiothérapie. Ça fait du bien, ce mécanisme un peu de cheval de Troie. Alors il y a beaucoup de données sur les infections respiratoires, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, François en parlera après. Mais il commence à y avoir donné sur les infections ostarticulaires. L'infection ostarticulaire, on en voit, nous, beaucoup dans notre centre. On en vous envoyait aussi beaucoup, je pense, à Marseille et en région PACA. Et surtout, on voit de plus en plus d'infections ostarticulaires à gram négatif résistant. Ce qui n'est pas l'habitude, puisque d'habitude, c'est du staphylocoque doré. Alors, pourquoi est-ce qu'on en voit ? D'abord, il y a tous ces zones de conflit qui sont malheureusement en train de s'étendre de plus en plus et qui entraînent des infections à germes multirésistants. Alors là, c'était des données ukrainienne, avec, vous voyez que chez des patients, des combattants qui sont blessés sur le champ de bataille, qu'on opère rapidement sur place, qu'on rapatrie derrière la ligne de front, qu'on opère une deuxième fois, on a jusqu'à 25% d'infections ostarticulaires à drogue, enfin à bactéries multirésistantes. On voit bien le problème, ces infections qui sont difficiles à traiter, des molécules avec des germes difficiles à traiter, des traitements qui sont longs avec une toxicité potentielle, et ça c'est vraiment un des profils de malades qu'on voit. L'autre profil d'infection osteoarticulaire à bacilles gram négatif multirésistant, c'est le patient âgé, multicomorbide, et là on a un problème supplémentaire, c'est l'opérabilité. Parce que ce qui sauve ces malades, c'est bien évidemment en premier la chirurgie. Alors qu'est-ce qu'il en est du céphidérocol dans les infections osteoarticulaires ? On n'a pas beaucoup de données, mais on a un modèle, en tous les cas sur le biofilm, qui montre que ça réduit le biofilm de la même manière que, alors c'était un modèle à Pio, avec que le ceftoximazole, que l'atobraque, que l'imipenem.
carbapénème, et donc avec une tolérance qui est probablement meilleure en tous les cas que les aminosides, une efficacité sur le biofilm qui est un élément important de la prise en charge des infections ostéo-articulaires. Et puis il y a eu un travail récent français qui a colligé les infections ostéo-articulaires de prothèses traitées par céphidérocol avec pas mal de carbapénémase, un peu de pseudomonas bien sûr, des durées de traitement qui étaient 34 jours puisque c'était souvent des relais. Et vous voyez que c'était un traitement qui était relativement bien toléré. Encore une fois, ces traitements qui sont souvent de 12 semaines. Pas mal d'échecs, mais c'était utilisé en last resort. C'est souvent des patients qui étaient multi-opérés et surtout, c'était souvent pas la première ligne. Donc, à prendre avec des pincettes sur le plan de la faible efficacité démontrée ici, mais qui, à mon avis, ne reflète pas son efficacité intrinsèque. Azathiam, avibactam, on en a parlé. Alors c'est pareil, azathiam, avibactam, dans l'os, ça pourrait être intéressant. On n'a pas de données de large ampleur. On a quelques cas cliniques. Alors ça a marché à chaque fois, mais c'est comme d'habitude, on publie plus facilement ses succès que ses échecs. Et on voit ici une série de cas cliniques. Alors ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est qu'effectivement, et Mathieu en parlera probablement après, c'est les posologies et les modalités d'administration, avec notamment un cas lyonnais, je suis désolé, la diapo a un peu bougé, qui a permis de démontrer qu'on pouvait l'administrer en IVSE pendant 12 semaines. Il y avait 2 cas cliniques rapportés et qu'ils avaient réussi à obtenir des concentrations. Ils avaient fait du drug monitoring therapy 4 fois supérieure à la CMI pendant tout le long du traitement. Cefepime en métazobactam a une nouvelle molécule avec du cefepime et de l'enmétazobactam, donc un nouvel inhibiteur. Il n'y a pas de carbapénème associé à l'inhibiteur et ça c'est probablement un intérêt, en tout cas on peut préjuger de l'intérêt écologique. Un essai d'AMM qui est un essai essentiellement sur les infections urinaires à risque de complications qui ne correspond pas tellement à notre besoin mais qui a permis de comparer cefepime en métazobactam à piptase. Et quand on regarde en fait ce qui était, moi m'a intéressé, c'est pas des carbapénémases mais c'est des BLSE, on a une supériorité du cefepime en métazobactam sur les BLSE, donc peut-être un potentiel candidat à l'épargne carbapénème dans les infections à BLSE, mais c'est un autre sujet. Et puis encore une fois, les données de Laurent et du CNR, hein, cefepime en métazobactam, sur l'oxa48, c'est à peu près une efficacité microbiologique un peu similaire au ceftazidim avibactam. Sur KPC, ça semble faire un peu moins, mais ça semble être quand même une option. Et pour finir, le futur avec tous ces nouveaux inhibiteurs, alors on a déjà parlé de cefepime en métazobactam, et puis il y a des diazabicyclooctane qui arrivent, avec notamment le zidébactam, et puis les dérivés d'acide boronique, avec notamment le tanibor et le xeruborbactam qui vont arriver, et donc pour lequel on va avoir quelques questionnements de nouveau d'indications, où est-ce qu'on les utilise. Alors cefepime taniborbactam, il y a eu un essai d'AMM dans les urines, donc nous ça nous parle, les urines c'est efficace, ok, versus méropenem, qui est évidemment pas le bon comparateur. Et quand on regarde in vitro chez les patients qui ont des bactériémies à gram négatif, on voit que cefepime taniborbactam a une sensibilité efficace dans 80% des Escherichia coli carbapénémase et 100% des Klebsiella pneumoniae, avec peut-être une limite sur les métallos. Le zidébactam, alors je repars sur mon version clinicien, et le zidébactam, si on s'intéresse à des infections difficiles à traiter, c'était des infections osseuses, des infections vasculaires, 4 infections osseuses, une infection de prothèse vasculaire, qui étaient des infections alors majoritairement apio, mais en tout cas en termes d'efficacité et de tolérance, on avait une efficacité microbiologique qui était satisfaisante, et puis une guérison, mais une guérison sur 5 malades, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Alors là, je sais pas, ça a sauté. Oui, c'est ça. C'est pour vous dire qu'en fait, il y a eu d'autres cas cliniques qui, pour l'instant, s'amoncellent et permettent pas de développer une évidence, mais qui ont quoi permettent de partager l'expérience. Le xérubor, pour finir, avec le méropenem xeruborbactam, avec quand on regarde in vitro une efficacité qui semblait satisfaisante, y compris sur les NDM, et donc probablement un avantage par rapport au tanibor, hein, puisque le tanibor est non efficace quand il y a des NDM9 ou des IMP, mais ça c'est Laurent qui commentera. Et puis si on compare ces dernières associations, azathiam avibactam, cefepime zidébactam, méropenem xeruborbactam, on a l'impression que l'azathiam avibactam fait mieux que le cefepime zidébactam, qui fait mieux que le méro xerubor, mais ça reste des options, et on n'est pas avare de nouvelles options, on est plutôt content de ça. Et puis ce qui devrait arriver, c'est le cefidérocol xeruborbactam. Alors là, on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. Et donc pour récapituler, cefepime en métazobactam, ça ne marche pas sur les carbapénémases, cefepime zidébactam, c'est probablement intéressant, le tanibor, un petit bémol sur les MBL, le xerubor, on va voir, j'ai pas parlé du nacubactam parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, et voilà les propositions qui sont les miennes issues des guidelines. Donc
Les oxacaronthuites, ceftazidime, avibactam ou cefepime-métazo. Les NDM, il y a l'azectam, avibactam, cefidorocol, le zidé, le tanibor, peut-être le nacubactam. Les KPC mérovabor pour la stabilité, puis ceftavib, puis mirelais, peut-être cefipime tanibor. Et puis pour les pios, alors sous le contrôle de Jean-François et de Benoît, j'avais envie de dire Pseudomonas aeruginosa résistant, mais sans carbapénémase, ceftotazo, ceftavib, mirelais. Mais vous critiquerez, sentez-vous libre. Et s'il y a une carbapénémase qui est rare, cefidorocol ou cefepime zidé ou cefepime tanibor ou cefepime xiuruborbactam. Merci encore pour votre accueil dans cette superbe ville.